avoir dans l'analyse certains événements qui se produisent, qui vont nous pousser à faire, soit une analyse plus approfondie ou qui vont tout simplement déclencher un process qui parfois peut être même le premier. Typiquement, si on change de système d'information ou alors qu'on va tenter une migration vers un nouveau système, c'est quand même le moment aussi pour, déjà analyser la qualité de ces données, les nettoyer aussi. Je pense notamment à un changement de CRM. C'est peut-être l'occasion aussi de sortir tous les contacts avec qui on n'a pas fait de business depuis 5 ans, pour également repartir sur des bases, plus propres. On peut aussi le faire, soit en préparation, soit ensuite pardon, à des fusions, acquisitions dans le même esprit, hein. Si aujourd'hui, nous, on achète une société, évidemment qu'on voudrait que cette nouvelle société achetée soit à la même hauteur que nos données qu'on a déjà. C'est souvent, un chantier un peu plus compliqué, mais c'est important quand même de le faire. Tout comme on peut retrouver aussi, de temps en temps des audits en termes de conformité ou alors tout simplement on se rend compte qu'on a des applications qui tombent en erreur parce que la donnée est fausse, ou donc là pareil, c'est le constat d'un dysfonctionnement qui va nous inciter à faire un audit plus approfondi. Et le dernier point, c'est notamment ce que je disais sur le côté perpétuel de la chose. Idéalement, on a un calendrier qui va nous permettre, à des moments bien définis, de prendre un échantillon de données de façon à être tout le temps certain de la qualité des données qu'on utilise au quotidien. Merci beaucoup Antoine. Effectivement, cette qualité de données, elle recoupe plusieurs champs. Donc est-ce qu'on peut faire peut-être le point, sur ces champs? Parce qu'on peut pas tout traiter d'un coup. Il y a peut-être des choses qu'on va traiter de façon, mensuelle, d'autres plutôt annuellement. Est-ce que tu peux, nous faire un petit point là-dessus? Oui, donc on a globalement 3 champs qui gravitent autour et qui cadrent la qualité de nos données, qui est dans un premier temps le volet organisationnel, donc globalement qui est responsable de quoi, quel comité se réunit à quel moment, quelles sont les documentations qu'on a produites, où là la première des questions lors d'un audit, ce sera de se poser la question, est-ce que l'organisation en place est toujours en phase avec notre business? Je reviens sur mon exemple de rachat d'entreprise. Une fois que la société est bien intégrée, il serait peut-être temps aussi d'intégrer un représentant de cette nouvelle société dans les différents comités et de leur attribuer de façon plus globale des rôles. En termes de données traçabilité, donc même question en termes d'audit. À un moment donné, on s'est créé un répertoire, par exemple un catalogue des données qui nous permet de savoir qu'est-ce qui se trouve à quel endroit. Est-ce que ce répertoire est toujours à jour? On a forcément rajouté des choses depuis la fois dernière, on en a sans doute enlevé. Donc première des choses, c'est de faire en sorte, est-ce que l'ensemble des éléments que j'ai produits en termes de documentation collent toujours à la réalité? Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, mais il faut à minima le noter et rapidement le corriger. Il en va de même pour la cartographie et les critères de qualité, où là, la même chose, notre business, il évolue au quotidien, tous les jours. Est-ce que les critères qu'on s'est donnés au début sont toujours en ligne avec la manière dont ça se présente aujourd'hui? Et il en va de même pour le troisième volet qui est contrôle et suivi, où là, à un moment donné, on a commencé par se donner des indicateurs de performance. On a peut-être même construit déjà des tableaux de bord, ce qui est quand même un état assez avancé dans la gestion de la qualité des données. Tout comme on a idéalement cartographié nos risques, pareil, c'est le bon moment de se poser, est-ce que dans la cartographie de nos risques, il n'y en a pas qui se seraient rajoutés? Ou au contraire, si notre démarche de qualité des données fonctionne bien, on devrait même pouvoir en enlever puisqu'on a amélioré notre process de façon à les adresser correctement. Mmh. Très bien, bah, merci beaucoup Antoine, c'est très clair. N'hésitez pas à poser, vos questions, hein, si, vous avez des doutes. OK, et du coup, bah, une fois qu'on a défini tous les champs, comment on va, ajuster le périmètre d'audit? Quelles questions on va pouvoir se poser? Oui, alors le périmètre d'audit est évidemment très important puisque plus il est gros, plus je vais avoir besoin de temps et de ressources. Tout comme il faut également essayer de le faire coller au mieux à la question à laquelle on cherche à répondre. Donc, si, admettons, on se fait auditer par un organisme externe, généralement, le périmètre va découler des questions posées puisque on va essayer de répondre au plus précis aux questions qui nous ont été posées. Si en revanche, aujourd'hui, on est, on va dire, dans une automotivation de faire un audit, il sera important de regarder notamment déjà dans notre axe stratégique, quelles sont les données vraiment prioritaires. Admettons qu'il est prévu dans 6 mois de changer de CRM, peut-être que regarder les master data clients sera plus important que d'aller analyser la donnée transactionnelle qui sort du logiciel comptable. Mmh. Deuxième question, ça aussi, ça va vachement influencer sur la taille de l'audit. Est-ce que j'ai un système à regarder? Est-ce que j'ai plusieurs bases de données? Puisque si c'est monosystème, c'est un peu plus simple.
Si par contre, c'est multisystème, il faudra également mettre au milieu une manière ou une autre d'aller combiner, croiser les données entre elles. Quels sont les processus métiers ou les utilisateurs qui sont, dépendants de cette, qualité des données? Puisque si je m'apprête à faire mon audit, il faut également que je prévienne ces personnes-là pour que le jour où j'ai besoin de poser des questions, d'avoir des réponses, que ces personnes soient disponibles. De façon, très terre à terre, est-ce que l'accès aux données existe, déjà technique? Et est-ce que 2, on a tout ce qu'il faut pour y accéder? Mmh. Après, il existe évidemment encore beaucoup plus de questions qu'on peut se poser, autour du périmètre, mais ce qui est important, ce que j'essaye toujours de faire, c'est de prendre un périmètre qui soit suffisamment grand et important pour être, représentatif, mais qui soit pas non plus trop gros pour éviter de se noyer dedans. Puisque, si on fait un audit exhaustif de 100 des données, quand on aura terminé l'audit, le nouvel exercice commence et nos résultats sont déjà, dépassés en termes de temps. Très intéressant. Bah, merci beaucoup Antoine. Hem, OK et du coup, comment on fait pour, évaluer, ce périmètre qu'on a défini? Quelle méthode? Alors, évidemment que dans les méthodes, il y en a autant que de sociétés qui proposent des audits, j'imagine. Ce que l'on a trouvé pour nous, qui est un outil, plutôt, très pratique et très pragmatique, c'est une grille d'évaluation pour plusieurs raisons, puisque déjà, elle va nous guider, elle va nous donner un fil rouge et elle va faire en sorte que dans les grands classiques, on soit sûr de ne rien oublier. Mais elle va également faire en sorte qu'à la fin, on se retrouve avec une matrice de scoring, ce qui permet évidemment aussi de pondérer les différents critères, entre eux et à la fin, idéalement, de tirer les bonnes conclusions. Oui, Donc d'avoir une vision assez objective aussi, pour pas que exactement. mmh. Donc après, comment est-ce qu'on travaille avec, cette grille? Alors, selon les critères, la façon d'accéder les informations ne sera pas la même. Donc on va avoir une partie qui va tourner autour d'interviews et questionnaires. Donc déjà savoir qui interagit avec les données, dans quel cadre, est-ce que, en gros le perçu de l'interaction avec, est bien. Il y aura un volet revue documentaire, donc je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. On va prendre tous les documents et les comparer à la réalité. Est-ce qu'il y a des écarts? Est-ce qu'on est, toujours en phase? Et la partie, j'ai envie de dire, test, dur, ce sera notamment test et échantillonnage, pardon, où là, on va, prendre des échantillons de données et on va appliquer règle par règle. Est-ce que ce qu'on s'est donné comme exigence, comme critère, on retrouve bien la même chose dans les données qu'on nous a données? De façon à la fin, dans la phase observation, de façon, très factuelle, objective, sans critiquer ou attaquer qui que ce soit, de noter notamment: «C'est bon, c'est bon, c'est bon» ou alors: «J'ai des écarts» et de mettre idéalement une, mesure ou une proposition de mesure à mettre en place. Et dans l'échantillon, tu conseilles quoi comme, volume de données? Est-ce qu'on parle, de milliers, de centaines de milliers? Alors, c'est difficile à exprimer en termes de nombre de lignes puisque, si admettons on a un business qui vend des produits à petit prix, je pense à Leroy Merlin qui vendrait, je ne sais pas, des disjoncteurs. Là, je risque sur une année complète d'avoir des millions de lignes. Donc là, j'ai Mmh. envie de dire, un échantillon pertinent, ce serait peut-être un trimestre qui représentera sans doute encore des millions. En revanche, si on reste dans le domaine des données transactionnelles et qu'on prend un business plus orienté projet, il y a de bonnes chances que 500 lignes soient déjà représentatives, puisqu'on va avoir en termes de volumétrie tout simplement moins. Mmh. Donc, ce qui serait important, ce serait de prendre un échantillon à nouveau qui soit suffisamment gros pour être représentatif, sans être trop gros pour risquer de se perdre. Donc, idéalement, si par exemple on prend le dénominateur axe produit, prenons idéalement 2 produits, mais qui sont dans leur business et dans leur façon d'être traités le plus éloigné possible. Et comme ça aussi, c'est une façon de s'assurer de ne pas, on va dire, vérifier 3 fois la même chose et de passer à côté de potentiellement problèmes qu'il pourrait y avoir ailleurs. Mmh. Très intéressant. Et après, il y a la partie observation? Non? Tu veux, commenter ou? Alors la partie observation, donc à nouveau, le but, de toutes ces, étapes étant d'aboutir sur une, comparaison réalité et ce qu'on a pu observer de façon à donner idéalement des propositions de mesures pour améliorer notamment les axes d'amélioration, enfin pardon, pour, pouvoir permettre aux axes d'amélioration qu'on a identifiés de se matérialiser. Mmh. Et au niveau des points de contrôle, par typologie de champ, il y a pas de moyenne ou quoi que ce soit, c'est vraiment ça dépend vraiment du secteur de l'entreprise, de la taille de ces problématiques? Bah, disons qu'il y aura en tous les cas les grands classiques qui seront toujours importants.
comme typiquement la sécurité, j'ai envie de dire, peu importe la société, je pense que ça restera toujours un critère primordial. En revanche, selon le secteur d'activité, il y en aura qui vont prendre le pas sur d'autres. L'avantage avec une grille d'évaluation étant aussi que, en avant-phase d'audit, il est parfaitement possible de la regarder et de revoir la pondération de façon à s'approcher le plus du business qu'on cherche à auditer. OK, très bien. Bon, bah, merci beaucoup Antoine. Et donc si on part concrètement, sur, un audit d'un des champs, donc qui serait les critères de qualité des données, Hmm. comment, on opérationnalise le processus? Donc, comment l'opérationnaliser? Dans un premier temps, on va s'assurer que les critères donnés soient toujours en ligne avec le business et ce que le métier nous demande. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, alors, partons du principe que normalement ce soit le cas. C'est rare quand même qu'on oublie de mettre à jour son référentiel, mais ça peut arriver. On va commencer par collecter un échantillon, donc qui soit à nouveau de taille suffisamment importante, mais pas trop gros, dans le but d'aller analyser notamment entre les critères qu'on a retrouvés et ce que nous donnent les données échantillonnées, est-ce que j'ai des écarts, oui ou non? Il y a de fortes chances qu'il y ait des écarts. C'est aussi pour ça qu'on fait ce genre d'audit régulièrement. Une fois qu'on les a identifiés, idéalement, on met en place des actions correctives. Et c'est là où je reviens à ce que j'ai dit en début de webinaire. Idéalement, ce process n'a jamais de fin, puisque nos données évoluent, bougent tous les jours. Et donc, j'ai mis en place des actions, je répète le process avec évidemment pour but de trouver les écarts, enfin, pardon, de ne plus retrouver les écarts de la fois d'avant. Mmh. Dans le meilleur des mondes, je peux faire ça une fois par trimestre, une fois par semestre. Ça, libre à chacun de trouver son rythme. Et si tout va bien, à chaque fois, je répète ce process pour trouver zéro résultat erroné. Oui, c'est ça. Bon, sachant que la perfection est dure à atteindre dans ce genre de choses. OK, bah, merci beaucoup Antoine. Peut-être donc, tu m'avais parlé de démontrer tout ça par l'exemple, donc via Nime, qui est un outil, gratuit. Donc effectivement, on a repris là à peu près toutes les questions qu'on peut se poser, pour les critères de qualité de données. Mhm. Si tu peux nous montrer donc concrètement avec cet outil, comment, valider, bah, par exemple, la partie complétude. Hmm. Voilà, je te laisse ta main. Est-ce que tu partages ton écran? C'est bon? Oui, je Super. prendrai le partage dans un instant. Donc, de façon plus globale aussi sur la qualité des données, alors évidemment, il existe beaucoup d'outils différents qui ont tous des avantages, des inconvénients, des coûts, ils sont plus chers, moins chers, relativement peu importe. Nime est un outil qui est aujourd'hui gratuit pour la partie client, donc on installe sur son ordinateur. Je suis personnellement grand fan de cet outil, même si je vous rassure, je ne touche aucune com de leur part. Pourquoi est-ce qu'on vous en parle? On va essayer de remettre dans un cadre parce que justement, quand on se retrouve au début d'une démarche de gouvernance, on est aussi en train d'essayer de tester des choses et donc forcément, ça va nous faire plutôt freiner si on doit mettre un montant conséquent sur la table pour commencer. Nime étant gratuit, ça nous permet dans un premier temps déjà de maqueter, faire des tests, de voir comment est-ce qu'on voudrait bien gérer nos données. Si on est content du résultat, on peut très bien aller l'industrialiser. Ils ont le produit, on va dire, déployable sur un serveur qui fait la contrepartie. En revanche, une fois qu'on a, grâce à Nime, trouvé son chemin et compris comment est-ce qu'on voudrait gérer ces données, ça se transposera, on va dire, relativement facilement aussi dans des outils dédiés. Donc là, à nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Et en attendant, moi, je vais déjà, Marie, te piquer le partage et vous montrer le petit exemple qui ne se veut évidemment pas exhaustif pour un peu mieux illustrer le travail avec Nime et comment est-ce que ça s'articule. Est-ce que mon écran Nime est bien visible? Oui, moi je Parfait. le vois, donc je pense que tout le monde le voit. Si Parfait. tu peux peut-être zoomer un tout petit peu ou Normalement, c'est fait. Je zoome davantage. non, mais ouais, là, c'est bien. OK. Voilà, parfait. Donc, ce que l'on voit là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon Nime un workflow, donc qui est un process qui a un début, un milieu et une fin, qui va nous permettre dans un premier temps de nous connecter à quelque chose. Donc là, j'ai préparé la connexion à une base de données démo Microsoft, donc pas d'inquiétude, il n'y a absolument rien de confidentiel, qui va globalement nous remonter des données transactionnelles sur la vente de vélos. Voilà. Qu'est-ce qu'on a essayé de montrer dans cet exemple? Je nous ai trouvé deux critères. Donc, un, est-ce que ma donnée est complète? Deux, est-ce que ma donnée est valide? Donc, on pourrait même le faire de façon itérative, pardon, de façon séquencée, de se dire, dans un premier temps, je vérifie si tout est complet. Et si tout est complet, je m'intéresse au contenu des colonnes. Là, je l'ai fait en deux temps.
Et donc, comment est-ce qu'on s'y prend? J'ai défini un critère qui dit que la description du compte ne doit pas être vide. Donc, la description du compte, dans notre cas, serait la colonne account desk. Alors là, je connais bien ma donnée, donc je sais vous dire. En plus, vous le voyez là, les 2 points d'interrogation, ça veut dire qu'on a déjà au moins 2 lignes vides. Maintenant, comment est-ce que Nime nous permet de traiter ce genre de cas? Ici, j'utilise un élément qui s'appelle row splitter, donc qui va me produire 2 jeux de données. Un avec, donc si on regarde le critère, un qui va contenir toutes les lignes où la description n'est pas vide, et du coup, un deuxième qui va contenir tout le reste. Et si on exécute donc maintenant cet élément, on va bien se retrouver avec, dans un premier temps, les lignes incluses, j'en ai 38 306. Si je regarde avant, j'en avais 39 409, donc ça veut dire que quelque part, il y en avait quand même quelques-unes qui étaient en erreur. Et maintenant, le grand avantage, c'est que j'ai de côté, donc dans la sortie du haut, les lignes où j'ai pas de problème, mes 38 306. En revanche, je peux continuer mon traitement de la manière qui me semble la plus adaptée sur les lignes en erreur. Donc là, quand je dis continuer mon traitement, ça pourrait tout simplement se terminer par produire un fichier Excel, l'envoyer par mail à la personne responsable. On pourrait avoir une règle de gestion qui nous permet de traiter les vides. On pourrait imaginer globalement ce que l'on souhaite. Le but étant d'avoir 2 choses. Un outil qui soit graphique et donc relativement facilement accessible aussi aux personnes du métier. Et 2, des process répétables. C'est-à-dire que là, cette analyse, je peux l'enregistrer et au rythme de mise à jour de mes données, la relancer et retrouver un résultat qui évolue idéalement dans le bon sens. C'est-à-dire que si là, admettons, j'envoie ces 1103 lignes à la personne responsable et je refais mon extraction d'ici une semaine, si tout va bien, il y a peut-être même tout, mais au moins une partie des lignes qui ont été corrigées. Mmh. De la même manière qu'en termes de validité, alors là, j'ai pris un critère différent où on dit que le code devise doit avoir 3 caractères. Donc, le code devise, c'est la colonne qui se trouve ici, la currency alternate key. Là, je vous apprends rien, hein, c'est US dollar, dollar canadien. En tous les cas, il doit y avoir 3 caractères. Ou là, dans un premier temps, j'ai utilisé l'un de mes nœuds préférés qui s'appelle colon expression, qui va nous permettre de faire beaucoup, beaucoup de choses. Là, vous voyez que on rentre dans un aspect légèrement code, mais pourtant, toutes les fonctions sont bien expliquées. Donc, c'est ça aussi le grand intérêt, c'est que si on prend par exemple la fonction longueur que j'ai utilisée, vous avez une belle explication à côté avec des exemples. Et donc là, dans un premier temps, on va rajouter une colonne supplémentaire qui va nous donner le nombre de caractères, pardon, de la colonne currency. Et donc, j'utilise un élément qui ressemble au premier, donc le row splitter, qui s'appelle maintenant rule-based. Seule différence, c'est qu'au lieu d'utiliser les menus déroulants, j'utilise une interface avec un petit peu de code. C'est au choix de chacun. Il y en a qui sont plus à l'aise avec les menus déroulants, d'autres qui préfèrent écrire. En tous les cas, ça fera la même chose. Là où ma condition est vraie, je vais la retrouver dans la première sortie, tout le reste dans la seconde. Et là, j'ai volontairement pris un contre-exemple qui n'aura pas d'erreur. Vous voyez que mon first output contient autant de lignes que le début, et le second est vide. Donc, cet exemple très bref pour illustrer comment est-ce qu'on pourrait imaginer étape par étape construire des process de vérification, à nouveau, idéalement fait par le métier en collaboration avec l'IT, mais surtout répétable, dans un but de se dire, on a une organisation, on a des critères, on explore l'outillage avant d'investir et de s'engager sur un éditeur ou un autre. Très bien, bah, merci beaucoup Antoine. On reprend du coup, hop, est-ce que vous voyez mon écran? Moi, Hop, oui. ouais, j'ai l'impression qu'il y a une pause. Reprendre la présentation, c'est bon. Super. Bah, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, à lever la main. Mm. Donc au niveau des phases du projet, de l'audit de data quality, comment, ça s'apparente? Quelles sont les 4 grandes phases? Alors, comme tout projet, on a un début, un milieu et une fin. Donc, il n'y a rien de surprenant à ce niveau-là. Mais dans un premier temps, on va commencer par initialiser, planifier. Puis après, il y a une phase de préparation qui permet de rassembler les éléments nécessaires. Une fois préparé, l'exécution va arriver pour aboutir sur une synthèse. Donc, lors de l'initialisation, il va être important déjà de définir quel est le périmètre et qui sont les parties prenantes.
Donc je reviens à mon point de tout à l'heure. Idéalement, s'il y a besoin que des personnes du métier de l'IT, peu importe, interviennent, il serait important de les prévenir le plus tôt possible pour que, sur la période donnée, ces personnes-là puissent se libérer un petit peu. En termes d'activité, ça va se traduire par, à minima, une réunion de lancement et sans doute une grosse liste des courses de documents à fournir, puisqu'à nouveau, il est important de faire une revue documentaire avec en livrable, les points de contrôle importants, un planning et la liste des documents à fournir. Une fois initialisé, bah, on attend d'avoir les documents. En parallèle, en revanche, la préparation peut se lancer où, déjà il sera important de prévoir les différents entretiens et réunions, à nouveau aussi dans le respect du planning, des personnes participantes, de façon à finir, par, formaliser un planning, détaillé et opérationnel. Et en parallèle, il sera important de préparer les outils d'audit, donc la grille d'évaluation, éventuellement l'adapter si nécessaire, mais aussi de réaliser la revue documentaire, au moins de façon, initiale, pour, être sûr que s'il reste des questions, elles soient posées avant de passer à l'exécution, de façon à essayer de faire en sorte aussi que, pour les parties prenantes internes de l'entreprise, le temps à dépenser soit utilisé de la façon la plus efficace, puisque ce genre d'activité comme un audit, ça vient toujours en plus de l'activité régulière. Donc essayons de le faire dans un cadre, le plus agréable possible. Pour passer à l'exécution, donc là, ce sera le passage à la réalité avec les entretiens et la collecte des données. Une fois collectés, les tests, seront faits pour aboutir sur une analyse des résultats. Donc ça Mmh. va se traduire par, rassembler l'ensemble des informations collectées, que ce soit des interviews, des entretiens ou que ce soit des tests, de données, pour aboutir sur, idéalement des PV et des documents de preuve. Pourquoi? Pas parce que, on a peur de se mentir, mais parce que si je reviens dans un an dans mon audit, il vaudrait mieux que je sache exactement qui, à quel moment, a sorti l'échantillon de données, ce qui peut éventuellement déjà aussi expliquer les écarts. Donc, toujours très important d'avoir, des documents de preuve pour resituer l'audit aussi dans son contexte au moment où il s'est passé. En termes de synthèse, le but sera, dans un premier temps, de synthétiser ce qu'on a trouvé, puisque idéalement, on aura amassé beaucoup, beaucoup, beaucoup de volumétrie. Donc, l'intérêt pour, la direction qui demande l'audit, c'est d'avoir, une synthèse, très digeste et compréhensible. Mais surtout, c'est ça finalement le but de l'audit, c'est de formuler des recommandations. Mmh. Soit c'est pour dire: «Tout va bien, rien n'a changé», ce qui arrive rarement, mais ça peut arriver. En réalité, la plupart du temps, il y aura des recommandations de mesures à mettre en place qui seront classées par, importance et criticité, enfin pardon, par leur importance et leur urgence, de façon à ce que derrière, bah, la direction mandataire de l'audit reparte avec, une vision claire sur ce qui fonctionne moins bien et qu'est-ce qui a été proposé dans le but d'améliorer le fonctionnement actuel. Très bien, bah, merci beaucoup Antoine. Et donc, quelle organisation, pour, soutenir ce projet? Donc, alors, en termes de gouvernance de projet, évidemment, en préambule, ça va aussi beaucoup dépendre de la taille et de la société de l'audit. Si on est une petite société, je pense que les 2 comités de pilotage et de projet peuvent très bien fusionner, puisqu'on ne va pas non plus, faire des réunions pour en faire. En revanche, s'il s'agit d'un audit, de taille, si on regarde de pied bas, on va avoir l'équipe de livraison qui seront finalement les personnes qui vont réaliser l'audit, où là, on va avoir une grosse part de la prise de décision puisque c'est là qu'on est sur le terrain et qu'il va falloir aussi savoir agir sans perdre beaucoup de temps. Juste au-dessus, on va avoir un comité, de projet très opérationnel où là, le but, c'est de faire en sorte que le calendrier soit tenu, d'avoir une alerte relativement tôt s'il y a des problèmes qui viennent, s'il y a des données qui manquent, s'il y a des participants, par exemple, qui finalement ne sont pas disponibles. Mmh. Pour avoir au-dessus le comité de pilotage qui est plutôt stratégique, c'est-à-dire on va mettre en place des jalons intermédiaires qui seront à valider par le comité de pilotage de façon à être sûr que, comme les différentes étapes sont les unes sur les autres, si une étape n'est pas complètement validée, on ne peut pas entamer la suivante pour être sûr de ne pas perdre des informations ou de ne pas avoir oublié quelque chose. OK, merci beaucoup Antoine. Et pour finir, donc qu'est-ce que doit contenir ce rapport d'audit? Alors, le rapport d'audit, idéalement, dans un premier temps, contient une synthèse très digeste, mais qui soit quand même complète, pour après aboutir notamment sur ce qui intéresse nos interlocuteurs, ce qui serait dans un premier temps les données et les exemples, c'est-à-dire
si je donne une mesure, d'où est-ce que je la sors? Est-ce que je l'ai inventée? Sur quoi est-ce que je la base? Idéalement, on ajuste également le niveau de détail selon le profil, puisque je ne m'adresse pas de la même manière, par exemple, au responsable de l'IT, que je vais m'adresser au responsable financier. Ils n'ont déjà pas les mêmes préoccupations et aussi un background, on va dire, qui fait que ils sont pas du même profil. Donc, j'essaye de faire en sorte d'adapter au mieux ce que je produis à la personne à qui je le présente. Si possible, faisons des représentations visuelles, puisque c'est ce qui parle le plus et le mieux. Essayez aussi de mettre en œuvre, enfin de mettre en valeur, pardon, là où c'est le plus critique. Par exemple, le rouge flashy, ça marche très bien. Ça attire le regard et ça va faire en sorte aussi que vos lecteurs seront, très rapidement tirés vers, ce qui, vous semble à vous au moins le plus important. Et surtout, tout au long de la rédaction de l'audit, il sera important également d'impliquer les différentes parties prenantes. Pourquoi? Parce que si je suis impliqué et que je participe à la rédaction d'un point faible dans mon domaine de responsabilité, je le vivrai beaucoup mieux que si personne m'en a parlé pendant des semaines et dans le rapport, j'ai, plusieurs défaillances. Donc là, Mmh. c'est un pour être complet, mais 2 aussi pour continuer à essayer de garantir un maximum que l'organisation qui entoure tout ça suive aussi le mouvement, soit impliquée et surtout que les mesures soient aussi mises en œuvre. Puisque si par la fin, j'ai fini par braquer mes équipes et personne n'a envie de mettre en œuvre quoi que ce soit, l'audit, il aura, pas forcément l'impact qu'on aurait aimé, qu'on aurait aimé, pardon, qu'il ait. Et pour terminer, sur chacune des recommandations, idéalement, il faudrait que l'on trouve un responsable ou une responsable, donc là, volontaire désigné ou vraiment volontaire, et surtout avec une date et un suivi aussi, de façon à être sûr que ce qu'on s'est donné comme objectif, le but, c'est pas de le mettre en œuvre dans 10 jours. Il faut aussi laisser le temps et à nouveau, ce sont généralement des activités qui viennent en plus de l'activité régulière. En revanche, si on veut vraiment tirer, pleinement, profit de, de cet audit, il est important de suivre la mise en œuvre avec, 1 ou plusieurs responsables par mesure, dans le temps, de façon aussi à ce que ça se fasse et que nous en tirons, un avantage concret. Mmh. Merci beaucoup Antoine. Peut-être avant de passer aux questions, réponses, on va présenter rapidement Limpida. Donc, on a un cabinet de conseil et d'intégration en data. On a plusieurs offres, dont une, orientée, sur la qualité des données, avec, bah, vous en doutez, une partie sur l'audit et le diagnostic, mais également, l'aide à la définition et au déploiement d'une stratégie. On peut vous aider également dans l'aide au choix d'outils. Effectivement, quand on parle de qualité des données, il y a pléthore d'outils, que ce soit les catalogues de données, les dictionnaires, le data lineage, etc. Donc, on peut vous aider à avoir un œil objectif sur les outils du marché. On met également en place des processus d'automatisation, enfin, l'automatisation de vos processus, type nettoyage de données, etc. Et enfin, on a toute une partie formation, acculturation, avec des ateliers variés, notamment la fresque de la data, atelier ludique et collaboratif. Par ailleurs, on a différentes ressources qu'on publie à peu près une fois par mois, que ce soit des livres blancs, des webinars, des e-books, etc., des grilles d'évaluation aussi. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre site. Et ce que je vous propose, c'est qu'on profite du temps qui nous reste pour échanger. N'hésitez pas à lever la main et on peut revenir sur certains points qui ont été mal compris ou que vous souhaitiez détailler. Alors, on a une question. Ouais. Bonjour Renaud. Attention, ton micro Mmh. Le est micro est coupé. Question potentiellement sur la partie, NIME, et notamment en lien avec, son usage potentiel dans du CRM mmh qui est généralement, remplacer un gruyère au bout de quelques semaines ou mois d'utilisation. J'ai compris, mais, je voulais en avoir la confirmation, qu'on peut automatiser, on va dire, l'analyse de la donnée et potentiellement adresser à, un certain nombre de personnes des, blocs d'erreurs, on va dire, hein, quoi, de façon à ce que ça soit réglé au plus vite. Je prends l'exemple de, je sais pas, il manque le mail ou le mail a l'air complètement, enfin, en tout cas, la syntaxe du mail a l'air complètement fausse, quoi.
on peut envoyer quotidiennement, imaginons, aux commerciaux responsables l'alerte comme quoi il est nécessaire que tout ça soit rempli correctement. On est d'accord sur la fonctionnalité, on va dire? Tout à fait. Nime va nous permettre déjà de monter l'analyse et donc de sortir un morceau juste, un morceau faux. Et après, ce morceau faux, on peut le livrer comme on veut. Donc, si on va à l'étape d'après, c'est-à-dire le faire en automatique tous les jours, alors là, si on a vraiment envie de ne plus y toucher, il faudra penser à passer à la solution qui s'appelle Nime Business Hub, qui elle sera payante. En revanche, on peut très bien imaginer aussi le faire entre guillemets à la main, sachant que ça va se résumer à ouvrir Nime, cliquer le bouton pour le lancer et le traitement partira. Après, reste la question de comment est-ce qu'on se connecte aux données. Si on peut, on va se connecter directement à la base de données, ce qui nous évitera de faire des extractions. Si pour une raison X ou Y, ce n'est pas possible, par contre, on peut très bien travailler avec des extractions faites en Excel ou CSV et le traitement Nime prendra la suite pour faire le reste. Ok, très clair, merci. N'hésitez pas, il nous reste encore bien une bonne dizaine de minutes où Antoine est disponible. C'est rarement le cas. Je rigole, mais vous pouvez tout à fait poser vos questions ou sinon vous pourrez, si vous êtes plus à l'aise, les poser par mail aussi. Bon, j'ai l'impression que tu as été très clair, Antoine. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, ce que je vous propose, c'est qu'on clôture ce webinaire. Je vais vous envoyer le replay et la présentation. Par ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on échange par mail sur certains points, que ce soit les points de contrôle de l'audit, la grille d'évaluation, NIME, etc. Voilà, on est là pour ça. Restez à l'écoute également parce que de prochains livres blancs vont sortir, notamment un sur la Modern Data Stack. Donc voilà, on essaye de produire toujours plus d'informations pour vous satisfaire. Et je vous souhaite une très bonne journée et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous, très bonne journée.